On était en train de parler de la Guinée où Soglo et Goodluck Jonathan étaient dans une mission d'évaluation de la situation dans le pays. Et les deux sont-ils au cœur d'un incident diplomatique? C'était la question qui était posée. Nous accueillons sur le plateau Ali Legrand, directeur de publication de l'Audience. Bonsoir Ali. Bonsoir cher Abi, bonsoir auditrices, spectatrices. Zeniwa TV, d'accord. David Jagbavi, donc vous étiez en train de... Oui, et je disais donc ce discours qui a été présenté par la télévision guinéenne samedi dernier ne reflète pas tout le sérieux qu'on attendait de cette chaîne publique. Je pense que les deux ex-présidents s'étaient rendus en Guinée en toute connaissance des autorités guinéennes. Pourquoi je le dis? Parce que cette mission a passé des jours en Guinée à rencontrer les différentes formations politiques, la société civile, etc. Et à la fin de leur mission, le président Condé les reçoit. C'est quand même assez extraordinaire. Vous n'êtes pas tenu informé de la présence ou de l'arrivée d'une mission sur votre territoire. La mission finit. Et les deux émissaires ou les deux missionnaires sont reçus par la présidence de la République de la Guinée. Je pense qu'il y a un contraste là-bas et ça pose un problème. Lorsque vous lisez un peu aussi les recommandations qui ont été faites par cette mission, elle n'est pas du tout favorable au pouvoir de la Guinée-Conakry. Donc forcément, Alpha Condé trouverait un alibi pour justifier le refus de recevoir cette mission. Et aujourd'hui, l'ensemble du peuple guinéen l'attend sur sa position face à sa volonté ou pas d'aller à un troisième mandat. Justement, Marc Abouflan, c'est peut-être cela qui trahit ce qu'évoque David Jagbavi, qui trahit un peu les arguments de la télévision quand il dit ils ont présenté leurs regrets et reconnu avoir été manipulés par le NDI. Or, ils sont reçus par la présidente de la République, qu'on dit ne pas être au courant de leur présence, en tout cas de cette composition de la délégation. J'ai une autre perception, en tout cas, une autre lecture de la présentation de cette information. D'abord, c'est un communiqué de la présidence qui est reprise par nos confrères de la télé guinéenne. Mais au-delà, il y a aussi le fait, il ne faut pas oublier que la présidence ne nie pas, ou ce communiqué-là ne nie pas l'arrivée d'une mission de l'NDI. Mais ce communiqué dit juste qu'il n'était pas informé que ce sont les deux présidents qui étaient les principaux responsables de cette mission. Non, ils étaient informés. Et que ça, ce sont les autres termes du communiqué. La présidence n'était pas censée les recevoir en réalité, mais que le président a tout mis en œuvre pour les recevoir. Maintenant, est-ce que la meilleure marque de position n'aurait pas été simplement qu'ils ne les reçoivent pas? Mais c'est quand même deux anciens présidents. C'est ça aussi la question. Il ne faudrait pas épiloguer sur l'opportunité ou non de la mission. Je pense que si le président ne voulait pas d'une telle mission, il aurait pu simplement la refuter. Il a laissé ces personnes entrer dans le pays parce qu'il était informé. Mais je dis qu'il est de bon aloi qu'avant que deux présidents ne débarquent dans un pays, quelle que soit la raison, quelle que soit la mission, qu'officiellement par canal diplomatique, le président de la République en question soit informé, mais vous ne découvrez pas à l'entrée de votre territoire qu'il y a deux anciens présidents. Maintenant qu'une fois qu'ils finissent leur mission, je pense que c'est de bon ton et ça aurait été même mal vu si le président de la République guinéenne ne rendait pas la politesse à ces autres-là que de leur octroyer en tout cas une audience présidentielle. Mais tout compte fait, je voudrais quand même qu'on revienne sur le rôle de NDI et sur le rôle de la fondation Kofi Annan, parce que au-delà de toutes les bonnes intentions cachées derrière ces organisations, il ne faudrait pas oublier que ce sont des organisations qui ont toujours été des bras société civile comme d'un certain nombre d'États, parce que les États ont des bras financiers qu'ils envoient dans le secteur privé, mais aussi ils ont des bras sociétés privées et nous savons tous que la NDI est d'affiliation américaine. Maintenant, quel rôle veut jouer la NDI dans ce processus? Nous savons tous que la Guinée traverse une période délicate. Maintenant, sur la prononciation, la mission n'a pas eu à faire de conférence de presse à l'interne en Guinée avant de quitter la Guinée. Et ce n'est quand même pas du rôle
de deux présidents de dire voilà. Et je pense que c'est ce jeu de ping-pong là que font le NDI et la présidence aujourd'hui. Seuls les deux présidents en question peuvent dire véritablement si la présidence guinéenne était informée ou pas, s'ils ont présenté ces excuses. Maintenant, la bonne question, est-ce qu'ils vont s'exprimer sur la question, d'autant plus qu'ils sont en tort, parce que s'ils n'ont pas présenté d'excuses, c'est à eux de démentir ces informations-là, mais pas à leur commanditaire NDI, parce que manifestement le NDI n'était pas présent à cette audience-là, où ils ont sûrement, où ils ont ou pas présenté. Ils y étaient dans le cadre d'une mission du NDI, ils ont dû faire un rapport sur lequel peut-être se base le NDI pour démentir. Mais tout ça c'est relatif parce que le NDI ne veut pas se faire prendre en faute aujourd'hui. Ali Legrand, vous partagez un peu en tout cas cette manière dont l'information est présentée ici, que les deux présidents et moi je vais insister sur le mot manipuler qui a été utilisé. On dit ils ont formulé leurs regrets et ont reconnu avoir été manipulés par NDI et la Fondation Kofi Annan. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que les politiciens vraiment ont cet agenda, cette vision ou un but caché qui ne dit jamais hautement. Et, enfin, si ces deux hommes, deux anciens présidents de cette taille-là, ils ont réellement été manipulés et qu'entre-temps, en privé, le président Alpha Condé les a fait savoir que justement, lui n'était pas informé, du moins formellement. Il a appris comme quoi ils vont arriver. Il n'a pas pris les mesures justement pour leur faire comprendre qu'il n'était pas d'accord de la manière dont les choses se passent. Que non seulement ils sont arrivés au pays, en plus il les a reçus. On vous dira qu'en Afrique, c'est aussi la politesse. Et que diplomatiquement, il ne faudrait pas remettre les coopérations, non pas tordre le cou en fait, à la bonne coopération qui s'entretient entre les États. Mais si réellement ces deux présidents ont été manipulés par les fondations dont on parle, pourquoi, au sortir de cette audience, il ne faudrait pas avoir un communiqué conjoint? Je crois qu'ailleurs, ça se fait, ne serait-ce que pour situer l'opinion par rapport à la mission qui a amené ces deux présidents dans le pays et de la manière où la procédure ne se serait pas respectée comme cela se doit et qu'on se tait. Et c'est au moment justement... ces pères présidents se retirent, qu'on fait publier carrément le dit communiqué au travers des médias d'État. Moi, je n'ai pas trouvé ça bon diplomatiquement parlant. Et que justement, pour moi, si incident diplomatique il faut en parler, je crois plutôt que c'est du côté de la Guinée que les choses sont mal posées. Un président en fonction, Alpha Condé, avec tout le passé qu'on lui reconnaît démocratique, un fervent opposant pendant 40 ans et plus, je dis que là, carrément, il a jeté tout à l'eau. Il aurait pu, au sortir de ces deux hommes, de ces deux autres, enfin, pas forcer les médias, mais dire un mot et situer un peu l'ambiance conviviale qui aurait régné et tout, mais quand même relever in fine quelque part que voilà, pour une mission comme ça, il n'est pas été au courant, mais tout compte fait, c'est tout pour le bien de l'Afrique. Et voilà, comme ça, tout le monde se suit. Il n'y aura pas aujourd'hui le flou qui puisse régner, qui puisse amener à ce qu'on puisse analyser, que chacun aille de son analyse, comme on le pense. Moi, le flou, il a toujours été entretenu par Alpha Condé. Hein. Vous savez, cette mission ne s'est pas levée d'elle-même pour se retrouver en Guinée. Hein. Elle a été déléguée par des instituts qui sont mondialement reconnu. Je ne pense pas que le NDI ou la Fondation Kofi Annan soit au niveau de ces organisations qui font dans l'observation électorale. C'est des instituts qui sont connus sur le plan mondial et quand ils veulent envoyer des missions dans un pays en crise, les démarches protocolaires et l'information officielle est servie plutôt à l'autorité qui est représentée dans ce pays. Si Alpha Condé dit aujourd'hui qui n'est pas au courant de l'arrivée de ces deux ex-présidents, c'est faux, archi faux. Et Alpha Condé, le connaissant, il n'est pas à sa première bourde. Vous vous rappelez comment il s'est adressé aux étudiants guinéens lors d'une rencontre. C'est un chef d'État qui foule au pied l'autorité qu'il représente. Ce n'est pas bien, ce n'est pas beau. Qu'il tienne des discours comme ça, je dis non. Et à la fin de la mission, vous recevez des ex-chefs d'État
dont vous n'êtes pas au courant de leur arrivée sur votre territoire. Et vous ne dites rien jusqu'à leur départ. Et à la fin, vous les laissez quitter le pays, et puis après, vous envoyez un communiqué à la télévision pour être lu. C'est pour cela que je disais, s'il y a un incident diplomatique, c'est plutôt du côté de la Guinée. Parce que ce dossier aurait pu être traité autrement et d'une façon beaucoup plus intelligente par la présidence guinéenne, si tant est que Alpha Condé veut véritablement dire son opposition à l'arrivée de ces deux ex-présidents dans son pays. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la mission a séjourné pendant des jours en Guinée. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont passé 5 jours en Guinée, ils ont travaillé, ils ont fait des recommandations au gouvernement guinéen. Et Alpha Condé dit qu'il n'est pas au courant de l'arrivée de ces deux ex-présidents. Je ne pense pas que le NDI et la Fondation Kofi Annan accepteront de s'abaisser à ce niveau et surprendre l'autorité politique qu'incarne aujourd'hui la présidence guinéenne. Ça ne le fait pas pour moi. Nous allons passer à autre sujet, c'est la Gambie que nous évoquons maintenant. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Banjul pour réclamer que le président Adama Barrow quitte le pouvoir après 3 ans, comme il s'y était engagé en devenant le premier président démocratiquement élu de ce pays vers la fin 2016. Encadrés donc par les forces de l'ordre, les manifestants ont défilé en un cortège dans les rues de la capitale au rythme de la musique de Bob Marley en scandant 3 ans et en faisant le signe 3 de la main. Il répondait à l'appel d'un mouvement de la société civile, Operation 3 Years Jotna. 3 ans, il est temps, dans un mélange d'anglais et de wolof, fondé donc au début de l'année par un homme d'affaires gambien vivant aux États-Unis. Donc il faut rappeler que Adama Barrow a été investi président en janvier 2017 après avoir remporté le scrutin du 1er décembre 2016 et dans la charte qui le portait candidat unique de l'opposition, eh bien, il devait quitter le pouvoir au bout de 3 ans d'exercice de mandat. Adama Barrow aujourd'hui pense que ce mandat, cette durée de 3 ans n'est pas suffisant pour opérer les réformes profondes. Ali le Grand, Adama Barrow foule au pied ses promesses, ou bien c'est simplement de la réelle politique qu'en 3 ans on ne peut rien faire? Non, c'est bien au contraire, rien de réel politique. Adama Barrow, je crois qu'il a goûté en fait au fauteuil présidentiel. Et même avant de goûter ce fauteuil, je crois que sa déclaration de 2016, enfin de 2017, de janvier 2017, moi, vu l'expérience, l'observation que j'ai, l'analyse que j'ai faite des hommes politiques africains, c'était juste une déclaration pour se donner une certaine valeur au début. Tout comme on le voit au Bénin avec Talon. Et un peu, peut-être même ici en Algérie, pour dire que les hommes politiques ont cette manière-là de faire en Afrique. Il y a des déclarations, quand on sait même consciencieusement que avec le temps, dans tous les cas, on ne va pas respecter cela. Et donc, Adama Barrow l'a dit, et vous voyez qu'aujourd'hui, il veut même dire qu'il est soutenu par d'autres personnes. Et voilà que son propre parti, en fait, cette coalition qu'il a menée au pouvoir est totalement contre lui aujourd'hui. Il va falloir qu'il parte. Et ceux-là ont raison. Cette coalition, ils ont raison. Parce que vous savez, Adama Barrow, ce n'est pas un étranger au système en place. C'est le système qu'il a construit. C'est le produit vraiment, c'est le poids lourd de ce parti-là pendant des années. Et... Parti de Djamé, vous voulez dire? Oui, le parti de Djamé ou bien... Barrow est un produit de l'opposition. La coalition. Ah oui, excusez-moi plutôt. Là, je fais une confusion. Je voudrais dire plutôt que Barrow, en fait, connaît bien la réalité de ce pays pendant des années, parce qu'étant face à quelqu'un, à Djamé, qui a fait des décennies et qui a fait vivre de toutes les couleurs les populations de ce pays. Et que ce monsieur, en donnant une telle déclaration, dans un premier sens, c'est pour attirer des sympathies. Et voilà, aujourd'hui, il a pris goût à la chose. Il veut vraiment y rester. Il veut finir ses 5 ans. Et rassurez-vous, même si on le laissait au bout des 5 ans, je ne lui plaide pas des intentions, mais ce ne sera pas une surprise non plus. Il va vouloir en tout cas rester encore au pays. Donc pour dire que, en réalité, bon, c'est des choses en Afrique, moi je me dis qu'on ne doit plus être surpris par de telles déclarations ou bien de telles postures que les hommes politiques ou les chefs d'État prennent, ils font la grosse, ils piquent la grosse tête au bout de quelques instants, de quelques mois ou de quelques années au pouvoir. Mais Marc, à Bouflan, déjà, à ces genres de chartes qu'on fait signer à des candidats d'une coalition, tu vas gouverner pendant 2 ans, pendant 3 ans,
qui est contre la Constitution, il faut le dire. Il est élu pour 5 ans, normalement. Oui, bien évidemment, mais vous savez, il ne faudrait pas oublier l'histoire récente de la Gambie, qui sort d'une longue dictature. Moi, je suis persuadé même que la Gambie n'est toujours pas sortie de cette dictature, même si on dit que Yaya Jammeh, en laissant le pouvoir, a organisé les premières élections démocratiques du pays. Il ne faut pas aussi oublier l'histoire d'Adama Barrow lui-même, en tant qu'individu, qui a longtemps été cadre du parti de Jammeh, avant de basculer en opposition. Il a été un des poids lourds du parti de Jammeh, un des plus richissimes, et c'est justement pour ça qu'à un moment donné... Adama Barrow? Oui, Adama Barrow. En fait, je ne le connais pas. C'est justement pour ça qu'à un moment donné, Yaya Jammeh voulait lui faire la peau et qu'il a basculé au niveau de l'opposition pour devenir le principal financier du plus grand parti de l'opposition en Gambie. Enfin, même si on pouvait appeler ce parti-là comme opposition. Et donc, il ne faut pas oublier la déclaration récente aussi d'Adama Barrow qui disait que lui, il est là au pouvoir et que seul Dieu peut l'enlever de là. C'est cette manie qu'ont les hommes politiques africains de se coller au pouvoir, de se coller au fauteuil présidentiel. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la coalition qu'il a apportée au pouvoir a aussi failli en quelque sorte, parce que déjà dès la prise de pouvoir, on aurait pu mettre les garde-fous, mais c'est vrai que dans la première année, Barrow n'a pratiquement pas dirigé. C'est le Sénégal qui dirigeait la Gambie par délégation. Et donc, quand Barrow a finalement pris les rênes du pouvoir, on a vu qu'il s'est installé. Il s'est départi d'un certain nombre de grands soutiens, même s'il a libéré le vice-président et qu'il a limogé aussi. L'opposant principal, qui devait être le candidat et que Yaya Jammeh a emprisonné un peu avant les élections. Cette personnalité-là n'a jamais plus véritablement pris une place au sein du nouvel exécutif. C'est-à-dire que déjà, dès la première année, on sentait les prémices de ce que Barrow est en train de faire aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la société civile est assez puissante pour, au-delà des manifestations, réussir à déclencher un départ de Jammeh et de Barrow après les 3 ans? Je pense que non. La preuve, contrairement à tous les autres pays où on manifeste, il y a généralement de la répression, mais on a vu quand même la manière dont Barrow a conduit cette première manifestation. Je suis persuadé que les manifestations vont quand même se poursuivre, mais laisser à Barrow le temps d'un répit. C'est vrai qu'on ne pourra pas le forcer constitutionnellement, juridiquement à partir avant les 5 années, mais si cette mobilisation-là continue et s'il y a un travail de fond, en tout cas le travail qui a été fait avant l'élection d'Adama Barrow, si ce travail continue, on pourra véritablement retourner à des élections dans 2 ans et faire partir Barrow du pouvoir. Mais une autre chose est de savoir si la Gambie va finalement prendre ses marques démocratiques et économiques, parce que la Gambie d'avant de Jammeh, on la connaissait. On n'a pas finalement vu ces 3 dernières années une Gambie d'Adama Barrow émerger. On n'a pas vu en tant que président, même s'il devait diriger une transition, poser les marques, poser les jalons de son programme économique pour la Gambie. La Gambie, d'accord. Alors, en même temps, ces genres d'engagement qu'on signe dans une coalition, en fait, ça n'a aucune valeur juridique, ni constitutionnelle. Oui, ça permet juste de porter un soutien à un candidat qui est le mieux placé pour porter les couleurs du... Mais est-ce que c'est réfléchi quand on sait que quelqu'un est élu pour 5 ans? Pourquoi on veut le contraindre à faire 3 ans? Oui, c'est pour ça que je dis que Adama Barrow n'a pas tenu ce discours. Cette promesse était contenue dans un discours politique. C'est tout. Ce n'est pas la coalition qui a élu Adama Barrow, c'est le peuple gambien qui l'a élu. Et le peuple gambien n'a pas élu la coalition. Il a élu le porte-parole d'une coalition. Et si Adama Barrow tient un discours comme ça, je pense que les Gambiens devaient être assez éveillés pour comprendre que c'était un discours politique. La Gambie revient de très loin après le départ de Yaya Jammeh. Les Gambiens aujourd'hui
ont respiré, ils ont poussé le ouf de soulagement parce qu'ils en avaient un peu assez de la dictature de Yaya Jammeh. Et Barrow portait l'espoir du peuple gambien, raison pour laquelle ce peuple a porté sa voix au candidat Barrow. Et Barrow ne peut pas en un tour de main changer le visage de la Gambie aujourd'hui. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des avancées sous la présidence de Barrow. La liberté d'expression et de manifestation aujourd'hui est un acquis dans le temps. Vous n'avez pas droit à la parole. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Au temps de Yaya Jammeh, vous ne pouvez pas vous exprimer. La Gambie a aujourd'hui amorcé son processus de développement économique aussi parce que Barrow était arrivé sur un programme de campagne et il compte réaliser ce programme de campagne. Il a besoin d'un peu de temps pour véritablement poser les bases de ce programme de développement. Les Gambiens ont soif de cette alternance. Ils ont eu soif de cette démocratie, ils l'ont eu, de cette liberté d'expression, ils l'ont eu. Maintenant, c'est ensemble qu'il faut porter le président pour qu'il puisse réaliser ce projet-là. Cette promesse ou ce discours politique qu'il avait tenu était contenu dans une promesse. Et aujourd'hui, la constitution gambienne précise que le président, il est élu pour 5 années. Et si après 5 ans, les Gambiens ne se retrouvent plus dans la politique de Barrow, ils auront la liberté de le faire dégager. Un mot pour dire que de tels engagements, tels que tu venais de poser la question, vous savez, il y a le côté citoyen, le côté responsabilité patriotique de la chose. De tels engagements, c'est quand les États sont amenés à arriver à un moment, les acteurs politiques arrivent à un moment donné, ils préfèrent carrément mettre les lois du pays de côté, et s'entendre sur un point donné et aller de l'avant, enfin tourner la page du passé. Et comme le confrère vient de le dire, je crois que la population gambienne était fatiguée à un moment donné de ce Yaya Jammeh qui a dirigé le pays du main de fer pendant 22 ans. Pendant plus de 20 ans, justement. Et donc, comme quelqu'un le dit, peu importe celui qui va venir, l'essentiel qu'on tourne la page. Et justement, ils ont compris qu'il fallait faire une sorte de transition. Il faudrait que celui qui va venir, et puis on s'entend, il va venir, il va essayer de remettre le pays sur les rails. Et au bout de 3 ans, il doit pouvoir dégager, libérer le plancher. Mais je crois qu'au même moment, la Constitution n'interdit pas à celui-là qui a assuré la transition d'être candidat. Donc, quitte à ce Barrow aujourd'hui de respecter sa parole, même quand on sait que politiquement, surtout les hommes politiques africains ne respectent pas du tout leurs paroles, et il pouvait se retirer, enfin au bout des 3 ans, et quitte à lui de savoir quand même poser les jalons et d'être candidat à la fin, au bout de ces 3 ans. Malheureusement, non, il ne va pas... Ça le contraint d'abord à quitter le pouvoir au bout de 3 ans, mais il ne peut plus être candidat. C'est ce qui avait été écrit. Oui, mais même si c'est ça qui a été écrit, tout de suite, quelle est la valeur justement juridique de ces actes, enfin de ces engagements que l'on prend? Ça n'a aucune valeur juridique. Ça, c'est une question de moralité politique, même si on vous dira qu'en politique, il n'y a pas le côté moral de la chose. Donc, pour dire que à la fin, in fine, quand le débat va se poser constitutionnellement et juridiquement, il n'est pas interdit à Barrow d'être candidat. Je crois qu'on va convoquer les constitutionnalistes et le débat va se poser ce temps-là, mais finalement, il sera candidat, quitte à toute la classe politique de chercher un point d'entente de nouveau pour sauver la situation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas arriver où il y a des manifestations encore, on va encore enregistrer des morts. Donc, autant cesser au bout de 3 ans et plutôt mettre le point sur le côté candidature et que le débat puisse être posé. Alors, de toute façon, il y a quand même aujourd'hui au niveau de la Gambie une très bonne nouvelle, c'est que s'ils peuvent manifester, c'est que quelque chose a changé. En tout cas. Non, bien évidemment, il faut quand même reconnaître que la Gambie d'aujourd'hui tranche avec la Gambie de Jammeh sur la liberté publique. Aujourd'hui, dans l'espace gambien, récemment, moi j'étais au Sénégal, je voyais une chaîne gambienne, quand vous voyez l'expression même des débatteurs sur cette chaîne, vous vous rendez compte qu'il y a eu un pas, en tout cas en termes de liberté civile et de liberté politique. Et déjà, quand vous voyez l'ampleur qu'a pris cette marche et le fait qu'elle n'ait pas été réprimée, c'est signe quand même qu'il y a eu une avancée. Mais pour moi, au-delà de ces libertés, la principale avancée, celle que la plupart des Gambiens entendent, celle pour laquelle les Gambiens ont chassé Yaya Jammeh, c'était
sur le côté économique, c'était que la plupart des droits économiques n'étaient pas assurés. Les gens n'arrivaient pas à se nourrir 3 fois, n'avaient pas accès à une éducation et à une santé de qualité. Et sur ça, Adama Barrow n'a pas beaucoup bougé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en 3 ans? Il y a ça aussi. On peut déjà poser des jalons. C'est vrai qu'en 3 ans, on ne peut pas faire grand-chose, mais il était conscient. Il n'était pas non plus le premier choix. C'est ça aussi, il n'était pas non plus le premier choix de cette coalition-là. Et il était, selon les informations, la personne qui a accepté signer cette charte-là. Maintenant, il faudrait peut-être, je ne sais pas s'il faut parler d'éthique en politique, que Adama Barrow veuille bien respecter ce qu'il a signé lui-même. Mais si tant est qu'il ne s'engage pas dans le respect de cette obligation de coalition-là, qu'il ne travaille pas à se maintenir. Parce que mon inquiétude pour la Gambie demain, c'est qu'à partir de cette manifestation-là, de cette mobilisation-là contre lui, Adama Barrow, au lieu de se préoccuper de tout ce qu'il peut encore faire comme ouverture sur le plan des libertés politiques et publiques, de tout ce qu'il peut enclencher en termes de développement de la Gambie, s'occupe plutôt de la politique. S'occupe plutôt de comment se maintenir. On va aller à la grande pause et on revient après le journal.